Les Femmes Sages est réalisé grâce au soutien de Physimed, Harmonie Mutuelle et la Mutualité Française Grand Est. Tout comme ce podcast, leurs actions visent à ouvrir le champ des possibles en matière de santé des femmes, et nous les en remercions. Nous entendons le murmure de ces femmes sages et nous les écoutons. Elles sont gynécologues, sages-femmes, ostéopathes, psychologues, historiennes. Toutes œuvrent à leur façon en faveur d'une prise en charge globale de la santé des femmes. Ce sont des femmes sages, car de par leurs expériences, leurs histoires de vie, elles ont quelque chose à transmettre. Elles ouvrent notre champ des possibles. À nous, femmes, patientes, thérapeutes, elles montrent le chemin vers une autre réalité. Elles prouvent par leur pratique quotidienne qu'une autre santé est possible. Bonjour Anna, donc je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cette première émission du podcast Les Femmes Sages. Donc tu es directrice adjointe du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Bas-Rhin et chargée d'enseignement à la faculté de droit de Strasbourg. Alors avant d'aborder plus en détail les missions du CIDFF et plus globalement les questions de violence faites aux femmes, ce serait intéressant d'en savoir plus sur ton cheminement, sur ce qui t'a amené à t'engager sur ces questions de droits des femmes. Alors, ça va être un long discours. Non, je rigole, ça va être assez court, mais en tout cas, je te remercie de m'avoir invitée et d'avoir pensé au CIDF pour cette émission. Alors, j'ai un parcours de juriste, donc j'ai fait des études de droit. Et lors de mon DEA en histoire du droit, j'ai travaillé sur l'avortement. J'ai fait une étude doctrinale et jurisprudentielle sur l'avortement au 18e et au 19e siècle. Donc, 19e et 20e siècle. Et en fait, donc c'était déjà la question des femmes qui m'intéressait. Et suite à ce mémoire, j'ai finalement été toquée au CIDF. Ça s'appelait à ce moment-là le Centre d'information sur les droits des femmes, parce que j'avais envie de travailler dans une association qui s'occupait du droit des femmes. Et donc j'ai commencé à travailler en 97 dans cette association. Et donc j'étais juriste dans cette association. Et au fur et à mesure de mon travail au CIDF, j'ai souhaité reprendre mes études. Alors j'ai fait des chemins un peu de traverse. Je suis allée un petit peu sur le volet sociologique. J'ai fait un DESS s'appelait Ville et conflits. Et puis après, j'ai attendu encore un petit peu. Et puis j'ai repris finalement un master sur le droit de la famille. Donc, on voit que ça tourne toujours autour de la famille, des femmes, de la participation, puisque le DESS Ville et conflits, c'était sur la participation à la vie locale. Donc, c'est un petit peu les axes qui m'intéressent. Et en fait, suite à ce master, j'ai entamé une thèse sur les conflits de compétences en droit de la famille. Donc, c'est du droit de la famille, mais c'est aussi de la procédure civile. Et donc, je travaille toujours au CIDF et puis j'ai commencé les enseignements à la faculté de droit depuis maintenant presque 10 ans. Voilà un petit peu mon parcours universitaire et comment je suis arrivée au CIDF. Donc comme tu le disais très bien, le CIDF et toi, c'est une longue histoire. Donc ça fait plus de 20 ans que tu es impliquée dans cette association. Alors c'est un acteur historique pour l'autonomisation des femmes en matière de droit. Donc elle a été présidée à ses débuts par des figures telles que Françoise Giroud, Yvette Roudy, avec un statut un peu particulier dont tu vas peut-être nous parler, si tu pouvais développer un petit peu sur son histoire et ses missions principales. Effectivement, alors mon histoire au CIDF, et comme tu le précisais, ça fait 20 ans. Mais le CIDF est plus ancien que moi, puisque à Paris, il a été créé en 1972 et à Strasbourg en 1975. Donc on a un CIDF dans chaque département.
Et il y a une fédération nationale, donc à Paris, et il y a aussi maintenant des fédérations régionales. Donc il y a une fédération Grand Est pour ce qui nous concerne. Alors quand on entend que le CIDF est créé dans les années 1970, on voit bien qu'on est clairement dans les grands mouvements sociaux par rapport à l'avortement, par rapport à la contraception. Quand les CIDF sont créés, ils s'appelaient les centres d'information féminine. Ils avaient comme objectif d'apporter des informations aux femmes et aussi d'œuvrer à l'égalité pour les femmes et les hommes, notamment au niveau juridique, puisque dans ces années-là, le droit n'était pas le même pour les femmes et pour les hommes en défaveur des femmes. Ça, ce n'est pas un scoop, mais voilà. Et c'est vrai que jusque dans les années 1970, on parlait de puissance paternelle. Jusqu'en 1975 de puissance maritale. Donc c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte historique que le CIDF a été créé. Donc il a fait suite à la création du premier secrétariat à la condition féminine. Et quand ce secrétariat a été créé, l'association Centre d'information féminin a été mis en place pour appliquer, on va dire, les politiques publiques. Donc il y a un lien assez fort avec les politiques publiques. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, nous dépendons pour certaines de nos missions du secrétariat d'État aux droits des femmes et à l'égalité. Alors les missions actuelles des CIDF, dans tous les CIDF, à minima, il y a de l'accès aux droits. Donc l'accès aux droits, c'est toute personne qui peut venir se renseigner sur des questions assez larges, mais c'est vrai que nos principales questions sont relatives aux droits de la famille, donc divorce, séparation, droit de visite non exercé, et puis aussi les questions des violences conjugales, harcèlement sexuel au travail, enfin toutes ces questions peuvent être traitées au sein de nos permanences juridiques qui sont gratuites et confidentielles. Après, tu le disais au tout départ, tu parlais d'autonomisation des femmes et pour l'autonomie des femmes, c'est vrai que le travail, l'insertion professionnelle est un facteur d'autonomie assez important et dans ce cadre-là, on a des services d'accompagnement professionnel pour les femmes. Donc elles peuvent venir... c'est gratuit, ça peut être une fois pour une lettre de motivation, mais ça peut être aussi pour un accompagnement à plus long terme. Après, on a aussi comme service, on travaille beaucoup sur l'égalité professionnelle et en direction des entreprises. Et on travaille aussi sur la question de la mixité professionnelle. Donc ça, c'est plus, on va dire, sur le volet professionnel. Et on fait beaucoup de formations aussi par rapport aux violences faites aux femmes, aux violences sexuelles en entreprise. Donc il y a d'autres, on va dire, il y a d'autres services, mais ce que je viens d'énumérer montre un petit peu le fait que nous sommes une plateforme de services, c'est-à-dire que quand une personne va venir, on a une approche globale. Donc elle va peut-être commencer par le service juridique et puis on va l'orienter vers le secteur professionnel. On a aussi des médiatrices familiales et j'ai oublié d'en parler, mais c'est très important. On a aussi des psychologues qui interviennent. Donc ils interviennent pour... les femmes victimes de violences, donc elles ont un espace pour pouvoir parler, pour pouvoir avancer. Et les psychologues interviennent aussi par rapport aux enfants qui ont été exposés aux violences conjugales, puisque, on le dit assez souvent, c'est un tabou, les violences, on n'en parle pas, on a honte, les victimes ont honte. Elles culpabilisent et on peut imaginer que le tabou est encore plus fort pour les enfants. Et ce service, il est là aussi pour donc ouvrir un espace de parole pour ces enfants. Et aussi, une autre question qui est pas très abordée dans notre société, c'est les enfants endeuillés, donc qui ont connu le deuil d'un ou de leurs deux parents. Et là aussi, il y a un service pour ces enfants. Donc en plus de femmes battues, les médias parlaient certainement à l'époque, et ça subsiste encore aujourd'hui, de drames familiaux, drames de la séparation. Mais on entend davantage aussi parler de violences sexistes, de violences fondées sur le genre, et plus récemment de féminicide. Donc est-ce que tu peux revenir peut-être sur ces termes et en donner une définition plus claire ?
Et aussi traduire pour nous les implications que ce changement de langage a. Merci pour cette question. Qui est très intéressante. Hein. Oui, c'est vrai que les termes qu'on emploie sont importants, puisque tu le précises, derrière, il y a des enjeux importants. Alors, c'est vrai que dans ce que tu dis, pour moi, il y a deux questions. Il y a comment les médias, comment on reprend ces questions avec le drame passionnel, par rapport aux faits divers. Et là, je crois qu'au niveau des journalistes, il y a différentes associations comme Prenons la Une ou d'autres associations qui vraiment s'interrogent sur ces questions pour délivrer une information qui ne serait pas empreinte de stéréotypes. Voilà, c'est une question d'amour qui a mal tourné. Voilà, ça, je trouve que c'est important. Après, par rapport à la dénomination qu'on porte au phénomène, eh bien, on va avoir des expressions qui ont évolué, mais aussi tout d'abord des expressions qui comprennent, on va dire, un ensemble de violences. Par exemple, les violences faites aux femmes, les violences de genre, les violences sexistes. Là, ça comprend l'ensemble des violences. Donc, il va y avoir les violences au sein du couple, mais ça va être aussi le viol, ça va être les mutilations génitales, ça va être l'avortement, la prostitution. Donc ce sont des définitions très, très générales. Et entre violences faites aux femmes, violence à l'égard des femmes, là c'est une traduction des termes anglo-saxons, et les féministes vont dire mais non, on peut pas le traduire comme ça parce que à l'égard il y a ce côté un peu bienveillant. Non, mais je vois que c'est toujours traduit comme ça, mais voilà. Donc il y a ces termes généraux. Après, entre sexiste et genre, eh bien genre, ça apparaît depuis aussi la Convention d'Istanbul qui a défini ce terme et qui vient nous rappeler que femmes et hommes, dans femmes et hommes, il y a une dimension biologique qui renvoie au sexe et une dimension sociale qui renvoie au genre. Donc violence sexiste, on pourrait dire que ce sont des personnes qui vont l'utiliser quand on n'est plus sur une définition une définition des femmes et des hommes à partir du sexe et dimension, enfin violence de genre, on n'est plus sur la dimension sociale. Ça peut être une explication. Et quand on va utiliser violence de genre, ce qu'on veut mettre aussi en avant, c'est effectivement cette dimension sociale de la construction des femmes et des hommes. Il y a ça. Après, il y a des personnes qui vont dire aussi qu'il est important de dire que ce sont des violences faites aux femmes par les hommes, pour montrer que, effectivement, ce sont les hommes qui commettent ces violences. Donc on voit, quand tu parlais d'enjeu, pourquoi on utilise ça ? C'est bien pour mettre en avant le fait que ça soit fait par des hommes. Après, voilà, féminicide, je trouve que c'est très très intéressant parce que c'est un terme qui existe depuis quelques années, qui a été théorisé, qui est passé par l'Amérique latine et qui revient en France. Et là, depuis, on va dire juillet, hein, tout le monde parle de féminicide, même les juristes, même les magistrats. Alors que au mois de janvier, si on avait effectivement demandé à un magistrat de parler de féminicide, il aurait refusé. Donc c'est intéressant quand même de voir comment ce terme qui met en avant le fait qu'une femme est tuée parce qu'elle est une femme est aussi utilisé par les juristes. Alors, il y a quand même une petite résistance puisque l'étude qui a été faite par rapport au féminicide a été utilisée par le ministère de la Justice, a été appelée étude sur les homicides conjugaux, je crois. Donc, bon, on peut pas. Voilà, c'est intéressant quand même de le noter. Donc, on parle de beaucoup de termes, et puis après, il y a des termes plus généraux, plus spécifiques, qui concernent les violences au sein du couple, qui sont une forme de violence faites aux femmes. Et là, violence conjugale, on va dire, concerne plus... c'est un terme qui a été utilisé il y a quelques années, qui concerne les violences qui sont faites dans un couple marié, parce que conjugalité, c'est plutôt un couple marié, et aujourd'hui, on va plutôt parler de violence au sein du couple, ou violence faite par un partenaire intime, qui est une traduction des expressions qui sont utilisées notamment par le Conseil de l'Europe.
Et pour finir, il y a d'autres expressions encore, c'est les violences intrafamiliales et les violences domestiques. Et là, ça concerne les violences, toutes les violences qui ont lieu au sein de la famille. Donc, ça va être les violences entre membres du couple, les violences faites aux enfants et les violences faites sur les ascendants. Et la différence entre violence domestique et violence intrafamiliale, en fait, ça dépend de l'organe qui produit la définition. Violence domestique, c'est clairement une définition qui est produite par le Conseil de l'Europe, la Convention d'Istanbul. La différence, elle se fait là, quoi. Alors, pour revenir justement sur la violence au sein du couple, hein, c'est une violence, donc la violence conjugale et aliénante dans le sens où la femme perd sa liberté, sa volonté. Et c'est pour cette raison qu'on a parlé d'un cycle de la violence, hein, qui explique pourquoi les femmes victimes de violences ne se défendent pas sur le coup et tardent parfois à quitter leur compagnon ou leur conjoint. Est-ce que tu peux nous décrire ce cycle de la violence ? Oui, c'est important de connaître ce cycle, surtout quand on travaille avec des victimes, parce que c'est vrai que les professionnels, comme toute personne, peuvent être déstabilisés quand une femme qui est venue les voir avec vraiment une situation de violence qui les a touchés, ils se décarcassent pour cette personne, et puis le jour après, si elle revient, elle leur dit non, je retourne chez l'auteur des violences. Ça peut être déstabilisant, ça peut être culpabilisant. Et le plus important pour un professionnel, c'est dans la capacité d'accueillir avec la même bienveillance la victime chaque fois qu'elle reviendra. Donc c'est pour ça que c'est important de parler de ce cycle. Alors ce cycle, il a été théorisé par Leonore Walker en 1979 dans un ouvrage. Et c'est un cycle... cette théorisation, elle est assez intéressante parce que elle a été construite à travers des savoirs psychologiques. Et c'est intéressant parce que ces savoirs psychologiques et ce cycle, il a été finalement adopté par beaucoup de professionnels, les juristes, les travailleurs sociaux. C'est un cycle qui permet de comprendre et qui a dépassé, on va dire, son champ disciplinaire psychologique. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que dans ce cycle, il y a 4 phases. Il y a une première phase, c'est la tension. On va dire, c'est... l'auteur qui rentre, qui commence à dire c'est mal rangé, tes enfants font trop de bruit. On sent qu'il y a une tension et on sent que madame, et je dis madame parce que c'est souvent des femmes, donc pour l'exemple je veux dire madame, elle se sent un peu mal à l'aise, elle a un petit peu peur. Donc ça c'est la première phase. Deuxième phase, c'est l'agression stricto sensu, c'est effectivement une claque qui part, une insulte. Et après, il y a une troisième phase qui est la justification. Donc c'est là où le professionnel doit savoir où madame se trouve, hein, parce que monsieur va dire, si tu avais rangé, si tu avais fait correctement les choses, je me serais pas comportée comme ça. Hein. Donc il va se justifier et madame va le croire. Elle va se dire effectivement, si j'avais fait les choses correctement, il ne se serait pas comporté. Donc il y a un transfert de responsabilité. Et ça, c'est quand même important à savoir. Et puis ensuite, il y a la phase qu'on appelle la lune de miel, où monsieur va, une fois qu'il a, qu'il est sûr que le transfert de responsabilité a été fait, il va peut-être revenir avec un bouquet de fleurs et va dire, je ne recommencerai plus. S'il a un problème d'alcool, il va dire, je vais me soigner. S'il n'a pas de travail, il va dire, je vais trouver un travail. Et donc, ça, c'est la 4e phase du cycle. Dans les violences conjugales, le cycle se reproduit de manière plus ou moins rapprochée. Et plus le cycle se reproduit, plus l'auteur, on va dire,
plus la victime est en situation d'emprise et plus la quatrième phase disparaît. La quatrième phase disparaît et c'est là que ça devient dangereux puisque c'est là où il peut y avoir des féminicides. Et pour le professionnel, c'est intéressant de savoir où se trouve la victime. Parce que si, en général, la victime va venir juste après l'agression. L'agression qui peut être très violente, hein. Et à ce moment-là, la victime décide de partir, elle va tout faire. Sauf qu'après, quand elle rentre, ou si elle rentre, il va y avoir la phase de justification. Et donc, il est très difficile après, pour le professionnel, de pouvoir faire valoir les arguments qu'il a fait valoir, puisque la victime va croire effectivement que si elle se comporte différemment, il va changer. Donc, c'est ça qui est intéressant à connaître dans le cycle pour travailler avec les victimes. Merci. Alors, ce matin, j'ai lu un témoignage poignant et je partage un extrait avec toi. Donc, chez nous, la violence était là depuis toujours. Petite, je blottissais mon esprit dans un coin pour ne pas la voir, ne pas l'entendre, mais mon corps, lui, savait la détecter. Il avait appris à percevoir, à pressentir sa venue. Sa déferlante, je la captais. En observant ma mère, en ressentant ses émotions, je percevais sa nervosité, ses gestes brusques, la tension. Sans même m'en rendre compte, enfant, je vivais en apnée. Et alors ce témoignage, c'est le témoignage de Françoise Le Goff, hein. Elle a grandi dans l'ombre d'un père colérique et alcoolique, et à 13 ans, elle a assisté impuissante au meurtre de sa mère, hein, par celui qu'elle appelle le géniteur, et depuis elle milite pour une meilleure prise en charge justement ce dont tu parlais avant aussi, hein, des traumatismes causés par les violences intrafamiliales sur les enfants. Donc comme on le voit avec le décompte des féminicides, les violences tuent et laissent des cicatrices. Alors il y a 2 rapports, hein, qui ont été publiés cette semaine à quelques jours d'intervalle et qui ont mis justement en lumière, hein, les dysfonctionnements du système de protection en France. Au niveau national, on a le rapport de l'Inspection générale de la justice, hein, et au niveau européen, celui du Grevio, donc un groupe d'experts du Conseil de l'Europe. Et on apprend notamment que 80% des plaintes pour violences conjugales transmises à la justice sont classées sans suite. Et que rares, donc déjà on part du principe où rares sont les femmes qui portent plainte, et lorsqu'elles portent plainte, elles ne sont pas entendues. Donc la question c'est pourquoi, et surtout comment assurer une meilleure prise en charge. C'est vrai que tu cites ces 2 rapports qui ont le mérite de montrer que le droit, c'est important, mais que c'est loin d'être suffisant. Enfin, que les dispositions formelles sont importantes, mais que effectivement, il faut que ce droit soit effectif et qu'il serve à sa mission de protection et de répression. Et dans les 2 rapports, on voit bien que cette mission de protection des victimes que s'est donné le droit n'est pas remplie. Il y a plein d'obstacles qui existent dans le parcours d'une victime. Déjà, il faut qu'elle soit crue dans ce qu'elle va dire, et ça, les associations sont, on va dire, le premier sas où elle peut passer, où effectivement on n'est pas dans des procédures d'enquête. Donc en général, les associations, quand elles reçoivent les victimes, donnent comme principe de départ, on vous croit, et ça leur permet de parler. Après, il y a... donc ce parcours, je le présente de manière un peu linéaire, mais il n'est pas linéaire dans la réalité, hein. Après, effectivement, il y a la rencontre avec les forces de l'ordre pour déposer plainte, parce que très souvent, c'est quand même le dépôt de plainte qui va permettre d'actionner les choses. Et là, eh bien, selon le professionnel qui va recevoir les victimes, eh bien, il va peut-être y avoir une phrase, ou il va y avoir quelque chose. Peut-être, classiquement, ce qu'on va dire à la victime, c'est « mais il faut revenir avec un certificat médical ». Alors que c'est tout à fait faux. On peut tout à fait déposer plainte sans avoir de certificat médical. C'est vrai qu'après, dans la suite, il faut un certificat médical, mais déjà là, il n'y a pas ce besoin-là. On peut imaginer une victime qui a réfléchi pendant des heures, qui peut-être dans une histoire qui dure depuis longtemps, qui culpabilise d'aller porter plainte, enfin qui finalement... a le courage de passer la porte du commissariat de la gendarmerie, et puis elle arrive là, et puis on va l'accueillir comme ça entre un vol de vélo et un vol de voiture, et puis on va lui dire « ah ben non, il faut un certificat médical ».
Donc ça peut être déjà quelque chose qui peut être un obstacle. Après, si la plainte est prise, et il y a des plaintes qui sont prises de manière tout à fait correcte. Il y a des policiers, des gendarmes qui sont formés pour écouter. Il y a des bureaux d'aide aux victimes qui aident à la prise de plainte. Donc si on a passé cette étape-là, après il y a la question de la preuve, la question de l'enquête. Et là aussi, il peut y avoir un manque de preuves. Ça peut être parole contre parole. Ça peut être effectivement la personne effectivement victime, mais la preuve des violences n'a pas été apportée. Et donc, ça n'ira pas plus loin. Ça veut dire que la justice, pour se prononcer, a besoin des preuves. Et ça, c'est quelque chose qu'on va aussi au CIDF, quand on reçoit les personnes, on leur explique. Ça, on leur explique, c'est la question de la preuve est importante, il faut pouvoir prouver ce que vous dites. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu n'est pas vrai, mais au niveau de la justice, il y a des règles de preuve. Les règles de preuve pourraient être aménagées au niveau du système juridique français. Ça, c'est aussi un autre débat. Après, pour certaines personnes, il y a aussi la question de la prescription, notamment en matière de violences sexuelles. C'est vrai que on sait que être victime de violences sexuelles, ça provoque des traumatismes très importants. Les personnes peut-être vont faire des démarches thérapeutiques et à un moment vont vouloir porter devant la justice ce qui leur est arrivé, et puis leur action sera prescrite, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps on considère qu'une infraction on peut plus la porter devant la justice, et ça peut être difficile pour une personne, même si les délais ont été, notamment pour les mineurs, ont été allongés en matière de prescription. Donc ça, c'est voilà. Et puis il y a aussi d'autres écueils pour les victimes. C'est par exemple en matière civile, si elles demandent une ordonnance de protection, eh bien il faut démontrer la vraisemblance des violences et le danger. Et là, on se trouve face à des juges qui sont peut-être pas formés sur la question des violences, et qui vont avoir une exigence au niveau de la preuve qui va être importante. Ou bien qui vont dire, oui, effectivement, il y a des violences, mais il n'y a plus de danger, donc on ne va pas accorder l'ordonnance de protection. Et c'est vraiment quelque chose... le parcours judiciaire, tel qu'il est aujourd'hui en France, c'est vrai que c'est quelque chose à connaître, parce que pour une victime, si elle s'engage dans le parcours judiciaire et que le résultat n'est pas en sa faveur, et bien derrière on a le discours de l'auteur. Tu vois, je t'avais dit, j'ai raison, je connais des gens, ce qui n'est pas vrai, mais je connais le droit. Donc voilà, il y a à plein de niveaux on peut réfléchir sur comment améliorer le parcours des victimes. Puisque on abordait la question du droit de la famille avec toi, il y a aussi, c'est le rapport du Grévieux justement qui questionnait l'exercice conjoint de la parentalité, qui dit, je cite, c'est un moyen pour l'agresseur de continuer de maintenir l'emprise et la domination sur la femme et sur les enfants. En fait, ça aussi, c'est un point qui... Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important ce que tu dis, parce que dans beaucoup de situations, quand il y a un couple, il y a des enfants. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, mais il y a des couples qui ont des enfants. Et donc, quand il y a des violences et quand il y a la question de la séparation, eh bien, c'est vrai que le droit français met en place un principe d'autorité parentale conjointe, sauf exception. Donc, en général, les parents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et quand on se présente devant le juge aux affaires familiales pour organiser la séparation, ce juge, il a été élevé lui aussi avec le principe de la coparentalité. Donc il a du mal à mettre en place des mesures qui mettraient, on va dire, l'exercice unilatéral de l'autorité parentale. Et ce qui veut dire que les deux personnes vont devoir continuer à prendre des décisions ensemble, dans l'intérêt, entre guillemets, de l'enfant,
Donc en gros, si l'auteur des violences veut continuer à exercer sa domination, il va s'opposer à toute décision relative à l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne va pas l'autoriser à partir en colonie, il va s'opposer à tout. Donc c'est une manière de continuer la domination. Après, c'est aussi des décisions qui mettent en place des droits de visite et d'hébergement, alors qu'il y a une interdiction d'entrer en contact avec la victime, mais pour le droit de visite et d'hébergement, il y a une rencontre. Et on sait qu'au moment des séparations, c'est là où il peut y avoir un danger important. Et donc, c'est au droit, il en a les moyens juridiques de protéger la victime et de protéger les enfants en utilisant, alors, soit en supprimant le droit de visite et d'hébergement, ou soit en le mettant en place dans des droits de visite, dans des espaces médiatisés. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, il y a plein de choses à améliorer dans ces questions-là. Merci beaucoup Anna de nous avoir rejoints. Merci à toi. Merci à toi. Les Femmes Sages est une émission réalisée par Mathieu Sisvillers sur une musique originale de Noufissa Kabou et Emmanuel Simula. Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Deezer et toutes les bonnes applications de podcast. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.